Ici Bertrand Godin en compagnie de Max. On est chez Sport DRC à Alma et eux autres, ils ont compris que la motoneige, c'était pas juste une histoire de gars. Non, c'est Émilie Saint-Laurent qui a eu l'idée de tout ça. Émilie, c'est une des propriétaires de chez Sport DRC. C'est une passionnée de motoneige. Elle a ça dans le sang, elle en fait depuis super longtemps. Et elle s'est dit, comment est-ce que je pourrais faire pour faire rayonner les fans dans le monde de la motoneige? Elle a créé le camp de filles. Le camp de filles, c'est plusieurs femmes qui vont se rassembler ensemble pour apprendre à rider, pour apprendre des techniques pour se décoincer et ne plus avoir peur de faire de la motoneige. C'est vraiment cool. Bien, allons-y voir les filles. Émilie, dans quelques minutes, les premières participantes de la première édition du Camp de filles, édition Sentier, vont arriver. Comment tu te sens? Écoute, je suis super excitée. C'est une première pour nous d'organiser un camp de filles sentier. Par le passé, on en a fait hors sentier avec notre ambassadrice Vanessa Bellé. Mais pour nous, bien, on a toujours voulu faire une place aux femmes dans le sport motorisé. On voit qu'il y a de la demande pour ça. Les filles sont de plus en plus game, veulent de plus en plus embarquer dans ça. Donc, pour nous, bien, c'est important d'avoir une activité pour elles, puis une occasion de se retrouver entre filles, puis faire une ride de motoneige. Je te laisse aller, je te laisse préparer tout ça. On s'habille, puis on vous suit pour la ride de filles Sentier. Parfait. So salty, I'll still take a bite. Okay, we can take my lamb. Faut pas avoir peur du ridicule. You sure you can handle? We be faster than Django. Hello? Je des filles. So salty. We be faster than Django. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Moi, je pensais qu'il allait avoir des pauses, des trucs du genre, mais non, ça arrête pas. Ça roule, on avance des kilomètres. On est rendu au Mont-Vilain. Les trails sont belles. On a bien du plaisir. Oh mon Dieu, c'est pas stressant pantoute, là. C'est bien relax, on suit, on a du fun, il fait super. Ouais. Comment? Il y a tous les niveaux, dans le fond. On a deux amis qui ont comme jamais presque fait de la motoneige, puis sont avec nous autres, puis ça suit très bien, là. Ben moi, c'est ma première expérience, puis j'ai pas vraiment fait de skidoo avant. Là. OK, première expérience à motoneige. La première sortie, oui. Mais non! Ouais. Aujourd'hui ici à Imago Village. Donc, Imago Village, on a deux secteurs. On a un secteur ici avec des petites yourtes, c'est des 16 pieds. Donc, présentement, on est au Imago Village, en fait, qu'on appelle, qui est une amie que je connais depuis plusieurs années, qui est la propriétaire de l'entreprise. Ils ont créé vraiment un parc au cœur des Monts-Valin. Donc, c'est super populaire. Puis, on est juste devant le bistrot de la yourte. Donc, ce soir, ben là, je pense qu'on va bien profiter de la soirée. Émilie! Le camp de filles, édition Sentier est terminé. Je pense qu'on peut être fiers des filles. Absolument! Beau travail. C'est un rap. Merci tout le monde! On apprend comment ajuster les boutons d'amortisseur avec Robert de chez Star Suspension. Bon, on est chanceux ici, on a un amortisseur haut de gamme. Ouais. L'ajustement le plus important sur un amortisseur, puis ça, tous les amortisseurs l'ont, c'est la précharge du ressort. On a une bague filetée ici qui nous permet de compresser ou de décompresser le ressort.
pour ajuster la conduite de la motoneige. OK. Cet amortisseur-là, comme je disais tantôt, que c'est un amortisseur haut de gamme, on a un réservoir auxiliaire qui permet de contrôler l'huile, qui permet de refroidir l'huile en utilisation intense. Et puis, ça nous donne aussi l'occasion d'installer un dispositif qui peut ajuster le débit d'huile entre le tube de l'amortisseur et le réservoir. C'est un ajusteur de compression. Si on le resserre, l'amortisseur est plus ferme. OK. Il y a moins de talonnage en sentier. Si on le desserre, la motoneige est plus confortable. On absorbe mieux les petites bosses. OK, OK. On a aussi un ajusteur qu'on trouve ici, qui est un ajusteur de détente. Comment il fonctionne? Il contrôle une grande aiguille qui vient boucher un trou à l'intérieur de l'amortisseur qui se trouve à l'intérieur de la tige chromée. Je comprends. Ce bouton-là, quand on le serre, l'amortisseur revient moins vite. Et quand on le desserre, il revient plus vite. Ce qui nous permet de bien ajuster la conduite de la motoneige. C'est intéressant, ça. Merci, Robert. On en connaît plus maintenant. On exige aux motoneigistes d'avoir un montant d'assurance de 500 000 $ en responsabilité civile. Bruno, courtier expert en assurance, nous explique en quoi consiste la responsabilité civile pour un motoneigiste après la pause. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en motoneige, il peut nous arriver un accident. Et tous les dommages corporels et matériels causés à une tierce personne, eh bien, ça peut soulever des poursuites judiciaires. De là, l'importance d'obtenir une assurance d'au moins 500 000 $ prévue par la loi sur les véhicules hors route. Cependant, avec Intac Assurance et la Fédération des clubs de motoneige, l'assurance qui est incluse avec le droit d'accès a une limite minimum de 1 million de dollars. Et même 500 000, c'est peut-être pas suffisant. De là la raison pourquoi la Fédération des clubs de motoneige a demandé à Intac d'augmenter cette limite-là à 1 million de dollars. De retour chez Sport DRC et Max Skidoo nous présente toujours des modèles extraordinaires et on en a un autre à vous présenter. Oui, le Summit X. On le sait, la gamme Summit, on les connaît, c'est expert pour les randonnées en montagne. Mais justement, le Summit, on parle d'une machine agile, puissante, faite pour s'amuser dans poudreuse. On va voir ça. Je suis avec Steve Hobbs, qui est un client de longue date de chez Sport DRC, depuis 1994, qui fait de la motoneige hors piste. Steve, on a le modèle Summit Expert. C'est quoi cette bébelle-là? Le Summit Expert, c'est une machine qui ont sorti cette année en 2020 pour les clients, les pilotes de machines un petit peu plus, on dirait, pointus, sur des ajustements un peu plus pointus pour faire des choses un petit peu plus extrêmes. Oui, donc est-ce que c'est moi qui se trompe ou ils ont mis la gomme sur ce modèle-là? Absolument. Ils ont vraiment pris en compte tous les commentaires qui ont été pris des clients de Summit normal, puis ils ont ajouté ça sur une superbe machine, là, très beau design là, cette année en 2020. Grosse différence, donc l'objectif c'était agilité, maniabilité? Absolument, beaucoup agile, une machine plus jouable, le poids allégé au maximum avec le nouveau système Shot. On parle d'environ 20 à 25 livres de différence d'un Summit normal, donc beaucoup plus agile dans des situations un peu plus serrées, mettons. Maintenant, on va aller faire notre travail à nous autres, on va aller l'essayer dehors. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, absolument, très bonne idée. C'est bon, ça. Hey, même le pad, le petit bébé pad. Je suis avec Serge Gouin, qui est pilote d'essai pour le magazine Motoneige Québec. Serge, devant nous, on a un modèle particulier uniquement qu'on peut commander durant le Snow Check. Oui, il y a du printemps. Le Summit X Expert. Expert Package. Parle-moi de ça, je veux le connaître en détail. Pour le monde qui aime ça, là, justement, le fine-tuning, tout ça, je pense qu'on a une belle machine. Oui, vraiment belle. D'abord, le coloris est magnifique. Je vais essayer de te faire le tour. On commence par en avant? Oui. OK, si on y va au niveau de la suspension, on y est allé avec des ressorts ultra légers. On veut sauver du poids. On est hors piste. Le poids est l'ennemi en ingénierie. On a raffermi également les amortisseurs avec un revêtement de Kashima, donc un rafraîchissement plus rapide de l'amortisseur parce que ça travaille fort, ces petites bébites-là. Oui. On va rester au niveau du ski. Oui. Le caoutchouc sur lequel repose le ski et la direction a été aplani un peu. Ça a pour effet que quand tu seras en side-hilling, de garder le ski un peu plus sur le plat. Un ski qui avait tendance à monter, et ensuite
à déséquilibrer la machine. OK. Donc, avec ça, tu vas avoir une tendance à rester un peu plus sur ta ligne. Faciliter un petit peu le... Tout à fait, la manœuvre, le contrôle, une fois que tu es en train de faire ton expert, parce que tu n'as pas le choix de le faire avec un expert package. Si on revient au niveau de la colonne de direction un peu plus haut, on a mis une sangle de retenue qui est un peu plus basse. Quand tu vas y aller avec des montées, l'autre était un petit peu plus haute, avait tendance à venir te taper un petit peu ici, et, comme je le fais sur le micro. Comme tu le fais sur le micro. Et on a également un siège qui a été carrément développé par Carl Coaster. Ça, c'est un pilote expert de montagne de BRP. Un siège qui est plus petit, qui est moins large. Quand tu changes de côté rapidement en montagne, tu sais que ces gars-là font des acrobaties. Alors, quand tu t'accroches le pied dans le siège, c'est pas une bonne idée. Ça te retarde, ça peut faire même manquer ta manœuvre. Puis on le sait que c'est des machines, de toute façon, qu'on s'assoit pas beaucoup. Comme le dit Carl Coaster lui-même, un siège, c'est fait pour manger ton dîner seulement. Ça va marcher pour ça. Absolument, il y a assurément. raison sur ça. On a une chenille, écoute, avec des crampons de 3 pouces. Là, À l'arrière, on voit le garde-neige. Il semble minimaliste, mais suite aux essais qu'on a fait le printemps dernier, on avait peur que l'aiguille de température monte assez rapidement. Écoute, on a été agréablement surpris de voir à quel point elle ne bougeait pas. Ça semble faire le travail. Donc, un petit pad en arrière, mais de toute façon, les gens qui achetaient des Summit souvent coupaient la moitié du pad pour pas avoir de problème. Ils le coupaient. Aussi, BRP l'avait en accessoire, que tu pouvais en acheter un qui s'enlevait. Alors, tu venais le clipper sur les lignes Q en arrière. Alors, on a fait un peu le même principe avec celui-là. Et en plus, on a un tunnel de 154 standard ici. Et c'est la même chose si tu avais un 154. Tu aurais un tunnel de 146. Donc, c'est vraiment de belles améliorations qui vont faire en sorte que le néophyte va passer de néophyte à intermédiaire, pas pire. Puis après un hiver ou deux, s'il se débrouille bien, il va upgrader encore. C'est une machine qui va te permettre de t'améliorer toi-même. C'est sûr qu'un expert, lui, va en trouver encore plus chaussures à son pied. Assurément. Mais c'est une machine que j'ai tellement aimée au snowshoot le printemps dernier que j'aurais vraiment aimé qu'il y en ait une dans mon garage cet automne. C'est bon, ça. On se reprendra. Et là, j'ai 2 questions pour toi. Oui. La première, c'est quoi le moteur qu'il y a là-dedans? Rotax E-Tech 850. Ça répond, tu m'en manqueras pas. Tu t'en manqueras pas. Ça, c'est bon. Et là, je vois ton sourire. Je veux savoir comment tu l'as trouvé, tu l'as essayé. C'est quoi ton feeling de conduite? Écoute, je te le disais un petit peu précédemment, tu passes de pas yab à pas pire, si tu me passes l'expression. Et puis, c'est ça que j'ai aimé, c'est la facilité que ça te donne. Et ça, quand tu es en hors-piste, je pense que c'est ça, le feeling. Bon, bien, vous l'aurez su ici, maintenant, grâce à mon ami Serge. Merci, Serge. Plaisir. Hey, là, on connaît ça. Mais hein? On peut-tu partir avec? Pas de suite. Il y a sûrement des shots à faire avec encore. Patience. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Duhamel, la ville où il y a autant de chevreuils que d'habitants. On va parler de la cohabitation avec la faune. Pour ça, on va recevoir un agent de la faune qui va nous expliquer comment adopter les bons comportements lorsqu'on est en sentier en motoneige. Je suis avec Bruno Chartrand, qui est agent de la faune. Bonjour Bruno. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans un cadre assez exceptionnel. On a des chevreuils, on a la belle faune à côté de nous. J'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi l'impact de l'humain sur la faune? C'est sûr qu'en étant motoneigiste, on se promène dans les sentiers, on est en forêt, on est dans l'habitat des animaux. Donc, c'est sûr qu'on peut en côtoyer à l'occasion. Les cerfs se servent justement là, des sentiers pour circuler. C'est bon pour eux, ça? Bien, c'est sûr que ça va les aider quand il y a beaucoup de neige en forêt. C'est sûr qu'eux vont prioriser les sentiers où il y a beaucoup moins de neige. Donc, c'est plus facile pour eux. Il faut comprendre qu'en hiver, par exemple, on prend l'exemple des cerfs de Virginie, il y a une grosse dépense d'énergie qui se fait. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Ouais. Dans la neige, ils marchent, c'est très difficile pour eux. Donc, c'est sûr qu'ils empruntent des sentiers de motoneige, par exemple, ça leur facilite la tâche, effectivement. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les bons comportements adoptés lorsqu'on se promène en motoneige dans les sentiers? C'est sûr que si on est en sentier, en motoneige, puis on croise ou on rencontre un animal, peu importe le type d'animal, mais c'est de s'immobiliser. Il ne faut vraiment pas essayer d'aller plus proche pour prendre la meilleure des photos. On s'arrête immédiatement. C'est sûr qu'on fait attention aux autres motoneigistes en arrière. On ne veut pas non plus créer un accident. Donc, on immobilise le véhicule. On attend que l'animal passe. C'est ça, l'animal va quitter, par après, on va continuer notre route.
Dans les sentiers, on peut croiser plusieurs sortes d'animaux, des chevreuils, des orignaux, des dindons même, des perdrix, des lièvres, bref, on peut en nommer plein. Est-ce qu'on doit adopter exactement le même comportement selon l'animal qu'on croise? Oui, effectivement. Peu importe le type d'animal, en motoneige, on rencontre un animal dans le sentier. Il faut vraiment s'immobiliser à chaque fois. C'est plus le comportement des différents animaux qui vont changer. Par exemple, si c'est une perdrix, elle va partir au vol. On sait très bien qu'un chevreuil, par exemple, il va rester dans le sentier peut-être plus longtemps, vu que c'est plus facile. Ouais, puis c'est plus facile à marcher pour lui. Si par malchance on est en sentier, qu'on arrive sur le lieu d'un accident où il y a un animal qui est impliqué ou que nous-mêmes on ne voit pas l'animal arriver, qu'on le frappe, comment on fait? Qui on appelle? Nous, à la protection de la faune, on a la ligne SOS Braconnage qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est sûr que je vous dirais d'appeler à la centrale SOS au 1-800-463-2191. Vous allez rentrer en contact avec un agent de protection de la faune qui, lui, va pouvoir évaluer la situation. Si effectivement, l'animal est blessé, c'est une blessure fatale, bien, l'agent, c'est malheureux, mais il va être déplacé à aller mettre fin aux souffrances de l'animal. Puis si l'animal est réchappable, bien, c'est sûr que là, nous, on peut l'immobiliser, le sortir de l'endroit vraiment plus dangereux du sentier. Si les gens contreviennent à la loi ou n'écoutent pas les conseils qu'on vient de donner, c'est quoi les conséquences de ça? Si on pourchasse un animal en tant que tel, on s'engendre à avoir des infractions de 1 825 $ plus les frais. Donc, il y a quand même beaucoup de conséquences liées à tout ça, en plus de peut-être blesser et faire même mourir l'animal en question, parce qu'on peut l'épuiser. 10 minutes de poursuite, là, et même moins, le chevreuil, si on prend par exemple le chevreuil, peut mourir. Donc on fait jamais ça. On fait jamais ça. Donc, si les gens qui nous écoutent ont des questions par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, à qui doivent s'adresser? Je vous dirais de contacter le service à clientèle du ministère Forêt, Faune et Parc. Puis ils vont pouvoir parler avec un préposé qui va pouvoir, tout dépendant de la région du Québec, c'est un service provincial, donc ils vont pouvoir le référer au bureau d'agent de protection de la faune concerné pour répondre à ces questions. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Bertrand, cette semaine, on termine la série de reportages sur le Grand Prix Ski-Doo Valcourt. Oui, la 38e édition qui a été à l'image des autres éditions. C'est du frisson, de l'émotion, du spectaculaire à son meilleur. Il en est à sa première édition comme président du Grand Prix de Valcourt. Martin Simard, donc, c'est toute une organisation? C'est une grosse organisation, le Grand Prix Ski-Doo Valcourt, effectivement. J'ai des grosses chaussures à remplir dans mon mandat. Donc, parle-nous de ton équipe, parce que vraiment, on voit que c'est bien rodé. On a une superbe équipe. C'est sûr que moi, je suis sur la sellette présentement comme nouveau président, mais il ne faut pas oublier qu'on est 18 personnes sur le conseil d'administration. Il y a seulement 3 personnes qui sont engagées là, pendant 8 mois. Tout le reste, c'est tout du bénévolat. Et sur le site, en fin de semaine, vous donner une idée, on a 350 bénévoles qui participent à chaque année avec nous pour rendre possible cet événement-là. On y apporte toujours des améliorations année après année. C'est sûr, on essaie d'être meilleur, de s'ajuster avec les nouveautés qui sortent. Entre autres, cette année, Formule 3 sur Oval, qu'on teste ici cette année. Et autre nouveauté qu'on a fait cette année, on a fait une piste no cross pour les juniors, donc de 4 à 10 ans. Ça a eu un succès fou hier. On a eu 60 inscriptions, 120 cc, 200 cc pour préparer la relève. Donc ça, probablement qu'on va travailler pour que ça se répète dans le futur. Une équipe de course, c'est beaucoup d'organisation et ton rôle, c'est justement l'organisation de l'équipe. Bien, effectivement, c'est un travail d'équipe. Moi et mon conjoint, je vous dirais que tout notre temps, notre énergie, notre argent, c'est tout centré sur ça. On est ici à Valcourt. Dans le fond, c'est une course qu'on se doit, qu'on aime vraiment venir parce que c'est la ville de Bombardier, donc c'est eux qui nous supportent depuis le début. Il y a une planification à faire, il y a de l'administration, donc chacun a son rôle. Oui, exactement. Karine, elle s'occupe plus du côté des inscriptions puis de la paperasse, des ordinateurs. Moi, je m'occupe vraiment de la mécanique puis en général de toutes les motoneiges. Et là, on est à Valcourt. Il y a de la pression, Valcourt, parce que c'est quand même la maison. Oui, c'est la maison et les motoneiges sont faites ici. On s'occupe des machines le mieux qu'on peut. C'est sûr que quand on est ici, on a un bon support de Bombardier qui vient nous aider. On est à côté de la maison, comme tu dis. C'est toujours plaisant de courir ici. Avoir 15 ans et participer au Grand Prix de Valcourt, c'est quand même un événement prestigieux. Malgré tout, on a beaucoup d'expérience aux États-Unis, Jordan. Oui, bien, ça fait quand même 2-3 ans que je cours aux États-Unis, fait que je suis quand même habitué d'avoir le stress puis la pression. Fait que Valcourt, c'est comme un événement comme un autre, sauf que je suis devant toute ma famille et les amis. Là. Hier, il y a eu de l'action dans ton cas. Parle-nous comment ça s'est passé. Bon, ben hier, j'ai fini premier. Oui, mais avant ça, il est arrivé quelque chose dans la semaine. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben vendredi, mon key switch a enlevé. Quand
j'ai atterri sur mon skidoo, mon genou il a viré à l'envers et puis je me suis fait mal à la colonne. Ils m'ont envoyé dans l'ambulance. Ils n'ont pas vu de fracture, rien. Fait qu'ils ont dit, tu décides si tu vas aller à l'hôpital ou à retourner à ton trailer. J'ai dit, je vais aller à mon trailer. Puis là, le lendemain, ben là, je me suis rhabillée pour aller faire ma course. On parle des courses, mais on a aussi énormément d'activités à Valcourt. Oui, anciennement, là, avant que moi je vienne, là, il y a plus de 20 ans, là, parce qu'on est quand même à la 38e édition, c'était vraiment des mordus qui venaient ici pour que ça sente le gaz, puis ils voulaient que ça goûte l'huile, c'est ce qu'on dit dans le milieu, tu sais. Maintenant, c'est rendu familial. On a une grosse zone famille, des shows de musique, des restaurants, une zone d'amusement pour les enfants, toutes sortes de choses pour amuser toute la famille. Il faut dire qu'économiquement, c'est vraiment une mine d'or pour la région. On a fait des études, si je me souviens bien des chiffres, c'est des retombées d'à peu près 6,5 millions pour la région ici. Il y a plus de au-dessus de 8 000, en tout cas, de couchers d'hôtels dans les environs ici qui bénéficient du Grand Prix de Valcourt. Donc, c'est un moteur économique important pour la région d'ici. Pour s'amuser, pour se distraire. On peut dire longue vie au Grand Prix? Exactement! Longue vie au Grand Prix! C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu et vous pouvez nous écrire. Ouais, commentaires, suggestions, on veut tout savoir de vous autres. Puis sinon, ben, on se dit à une prochaine émission à motoneige.tv.